Alors bonjour tout le monde. D'abord, je vous dirais que la présentation qu'on va faire, bien évidemment, elle est faite du point de vue du CIFU de Québec, c'est-à-dire l'employeur étant le CHU de Québec, 5 hôpitaux à l'intérieur de la capitale nationale de Québec. On n'a pas non plus de CHSLD et de EPC, comme je vais vous expliquer. Alors, bien évidemment qu'on va mettre l'emphase sur les points qui nous ressemblent, les points sur lesquels l'entente de principe vient nous toucher. Alors, une entente globale et un tout indissociable. Lorsque vous allez vous prononcer le 4-5 août, vous allez vous prononcer sur l'ensemble de l'entente de principe et pas sur un ou l'autre du sectoriel et de l'intersectoriel, pardon. Chose à savoir aussi, Nancy vous l'a dit tout à l'heure, on va commencer par le volet intersectoriel, ce qui comprend le salaire, la retraite et droits parentaux, et aussi la disparité régionale. Suite à ça, on va voir le sectoriel, c'est-à-dire tout le reste. La durée de la convention collective, bon, on est habitué, les 3 dernières conventions collectives, ça a été des durées de 5 ans, mais normalement, ce qui est écrit dans les lois, là, au niveau de la négociation de la fonction publique, à la base, ce sont des conventions collectives d'une durée de 3 ans. Alors, celle-ci va être de 3 ans, c'est-à-dire donc elle aurait dû débuter le 1er avril 2020 pour se terminer le 31 mars 2023. Le volet intersectoriel, commençons par les augmentations d'échelle de salaire, ce qu'on appelle les échelles de traitement. Les augmentations de salaire à l'échelon 1 à 9, on voit apparaître en avril 2020, 2 avril 2021, 2 avril 2022, 3 pour un total de 7 sur 3 ans, et les échelles de salaire de 10 à 18, donc 2, 2, 2. Pourquoi, vous allez me dire qu'il y a une augmentation d'1 supplémentaire pour les échelons 1 à 9? La raison est simple, on tente tout au long de cette entente de principe-là d'améliorer l'attraction et la rétention. Attraction dit salaire à l'entrée de la profession. Quand on compare nos titres d'emploi au salaire moyen versé lors des premières échelles de salaire au niveau canadien, on s'aperçoit rapidement là, qu'on est pas mal inférieur. Ça va entre 19 et 56 les différences de salaire. Alors, on essaie d'être un peu plus compétitif, sachant maintenant que lorsque quelqu'un fait un choix de carrière, l'ensemble des critères, il les regarde, y compris le salaire d'entrée. On voit apparaître donc le 7 et 6 d'augmentation. Ce que vous voyez ensuite à l'intérieur des différents tableaux, bon, c'est l'exemple, il est basé sur quelqu'un qui est à temps complet depuis l'avril 2020 et qui a un horaire de 37,5 heures. Vous voyez apparaître là, les différents critères, ce que ça donne là, au niveau des augmentations. Je vous encourage cependant à aller sur le site Internet de FIC. Il y a des calculateurs qui vont pouvoir vous allez pouvoir estimer là, les augmentations de salaire puis les rétros de tout ce que je vais parler en fonction de votre situation pratiquement là, identique à ce que vous vivez. Alors, ça peut être intéressant. À ces montants-là, vous pouvez ajouter aussi, parce que la question va venir, est-ce que le temps supplémentaire est inclus? Bien évidemment que lorsque vous faites du temps supplémentaire, vous êtes payé à un taux horaire et si ce taux horaire-là change, bien nécessairement, votre taux horaire du temps supplémentaire va changer. Alors oui, le temps supplémentaire sera, si on veut, touché par ces augmentations-là et donc la rétro qu'on parle. Sera aussi touché tout ce qui est prime à pourcentage qui est actuellement existante. Donc, si le taux horaire change, les pourcentages des primes aussi changent. Alors, vous voyez là, que ces tableaux-là, c'est vraiment la base là, de ce qu'on voit. De quelle manière est-ce qu'on est capable de faire une augmentation d'échelle de salaire aussi? Bien, ça peut aussi aller avec des montants forfaitaires. Dans les dernières années, il y a eu le paiement de montants forfaitaires dans les différentes conventions collectives. Cette année, on a évidemment tenté de prendre ces argents-là et de les placer dans les échelles de salaire pour des augmentations, mais on a au final réussi à maintenir un 33 sous de l'heure pour tout le monde sans aucune condition. Alors,
Pour l'année qui va d'avril 2019 à mars 2020, il y a 33 sous l'heure pour chaque heure rémunérée, régulier et temps supplémentaire, qui sera payable 30 jours suivant la signature de la convention collective. Et pour avril 2020 à mars 2021, c'est le même exercice, 33 sous l'heure pour chaque heure rémunérée, mais cette fois-ci versé au 15 janvier 2022. Vous voyez apparaître là le tableau des montants que ça représente. Bien évidemment, ça constitue la dernière colonne 37,5 heures. Vous voyez les autres, là, un montant de 600 à 634 $. Évidemment, pour quelqu'un qui est à temps complet, c'est ce que ça représente comme montant forfaitaire. Nancy vous a dit tout à l'heure que FTQ, en quelque sorte, quand ils ont négocié, c'est un gros groupe de salariés dans la fonction publique, on est 500 000. Le gouvernement a toujours donné des augmentations d'échelle de salaire qui étaient identiques à toutes les catégories d'emploi dans toutes les organisations syndicales. Alors, le pari est grand, à savoir si on aurait été capable d'aller chercher plus. Évidemment, vous avez vu, pour nos échelles de salaire de 1 à 9, on est allé chercher un petit pourcent de plus. Ce qu'il fallait réussir à obtenir, si on voulait avoir quelque chose qui se traduise par une augmentation de salaire qui est significative pour nos membres, c'est une particularité. Il fallait qu'on trouve un créneau dans lequel les professionnels en soins, les gens de la FIC, on est particulier par rapport au reste. Le gouvernement ne voulait pas se retrouver avec une augmentation d'échelle de salaire qui serait exportable et qui pourrait être également demandée par d'autres organisations syndicales. Alors, qu'est-ce qui nous représente? Bien, on est FIC, on est des professionnels en soins dans le réseau de la santé, dans des milieux qui sont difficiles, qui sont affectés par la pénurie de personnel, qui sont affectés par la pandémie aussi, plus particulièrement dans nos milieux de soins. Alors, on est allé chercher une prime FIC. Au fond, on a appelé ça une prime FIC. Aujourd'hui, on peut appeler ça une prime de professionnels en soins parce que les organisations syndicales concurrentes, FTQ, CSN, CSQ, ils sont allés cogner à la porte du gouvernement après que l'entente de principe fixe soit dévoilée et ils ont déjà obtenu une prime de 3,5 % pour leurs professionnels en soins, donc pour leurs infirmières et inhalothérapeutes. Alors, on peut penser que la prime FIC est devenue une prime professionnelle en soins. C'est applicable à tous les professionnels et en vigueur dès la signature de la convention collective. Ce qui vient expliquer aussi la raison pour laquelle on se parle ici le 12 juillet. Pourquoi ça fait que vous n'avez pas attendu à mi-septembre que tout le monde soit revenu de vacances pour nous parler de ça? Bien, parce que de juillet à septembre, il vient de se passer encore 2 mois, puis c'est de l'argent de moins dans vos poches. Alors, on tente le plus possible de venir vous voir tôt, de négocier, d'adopter l'entente de principe qu'on vous recommande et de négocier les différents textes de convention collective pour qu'on puisse la mettre en vigueur le plus rapidement possible. Alors, un autre gain, 3,5 %. Le traitement des échelles, on fait un petit résumé, là. Si on place les augmentations 2,23, 2,22, on vient de savoir notre 6, notre 7 %. C'est difficile d'imaginer, mais imaginons que ce point 33 sous de l'heure-là, ce 33 sous de l'heure-là, mais imaginons que je le convertis en augmentation de salaire. On ne peut pas dire que ce n'est pas de quoi de récurrent. Là. À la fin de votre carrière, vous ne pouvez pas dire que j'ai eu 1 % pendant toute ma carrière. On peut dire pendant ces 3 ans-là, c'est comme si je vous avais donné 1 %. Bon, mettons-le là, il est 33 sous de l'heure, on sait que ce n'est pas récurrent. Ajoutons à ça aussi la prime de 3,5 %. On a mis la table un peu pour la prochaine convention collective, vous allez me dire, parce qu'elle est valide jusqu'à la fin de la convention collective. Alors, nécessairement, il faudra renégocier cette prime FIC-là. Si on fait le total, on en arrive à 11,5 et 12 %. Il y a différents mécanismes de protection qui ont été entrés pour le regroupement de titres d'emploi d'infirmières auxiliaires. Tôt dans la pandémie, on a eu les grands-messes, les fameuses conférences de presse du ministre Legault avec tous ses collègues. Et tôt dans la pandémie, les CHSLD ont été affectés. Tôt dans la pandémie, le gouvernement et le premier ministre Legault s'est engagé pratiquement personnellement à faire une augmentation de salaire substantielle pour les préposés aux bénéficiaires. Vous le savez, vous avez probablement été aussi frustré que moi de différents propos du premier ministre à ce sujet-là. Il y en avait beaucoup pour les PAB. Évidemment,
ce sont des gens qu'on apprécie et qui sont dans les équipes de soins et qui sont nécessaires dans les équipes de soins. Mais tous les propos du gouvernement ont fait en sorte qu'aux tables de négociation, on a vu là une priorité patronale. Ça s'est traduit directement par les patrons. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le titre d'emploi de préposé aux bénéficiaires, qui était au rangement 7 d'équité salariale, et ils l'ont augmenté au rangement 9. Après avoir fait ça, ils ont enlevé toutes les échelles de salaire des préposés aux bénéficiaires et ils en ont fait ce qu'on appelle un taux unique. Donc, quand vous rentrez comme préposé aux bénéficiaires, il n'y a pas d'échelle de salaire. Vous allez être payé le même prix toute votre carrière et vous allez devoir dépendre pour vos augmentations de salaire des augmentations d'échelle de salaire qui vont être négociées au fil des négos. Alors, ce genre de taux unique-là, il est placé avec des titres d'emploi qui ont, on va dire, une progression dans les responsabilités ou les différentes dans les différents endroits où ils travaillent qui sont négligeables. C'est-à-dire que lorsque vous commencez comme préposé aux bénéficiaires, à la fin de votre carrière, vous allez faire sensiblement la même chose qu'au début, ce qui n'est pas le cas dans nos titres d'emploi. Donc, c'est l'exercice que l'employeur a fait pour aller placer les préposés aux bénéficiaires au salaire, au taux horaire qu'ils ont là. Ce qui a fait en sorte, bien évidemment, que les infirmières auxiliaires au premier et au deuxième échelon, ils gagnent une bite plus bas que les préposés aux bénéficiaires. On a donc été négocier un montant forfaitaire qui va être payé à toutes les payes pour les deux premiers échelons pour garantir ce fameux taux horaire-là. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec la prime de 3,5 %, on arrive déjà au-dessus du salaire qui est négocié pour les préposés. Maintenant, si on poursuit, il y a la création d'un comité paritaire national de médiation. Bon, je vous ai parlé beaucoup de COVID. La COVID a généré, bien évidemment, des griefs qui ont été déposés aussi par votre équipe syndicale, entre autres au sujet de le 4 % et le 8 %, entre autres aussi sur ce qui était dédommagé pour les gens lorsqu'ils allaient se faire vacciner ou dépister. Là. Je vous donne des petits exemples comme ça de litiges qui ont été faits. Évidemment qu'à travers la province, il y a eu beaucoup de litiges. Cette table, ce comité paritaire-là, viendrait dégager là, des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Dans le fond, on va essayer de régler ces griefs-là. Si on ne les règle pas, si on ne réussit pas à les régler, ils prendront le chemin des auditions de griefs, comme tous les autres griefs. Ça va. Parlant de litiges, nos collègues qui sont perfusionnistes cliniques, on n'en a pas au CHU de Québec, là, c'est des gens qui travaillent dans les blocs opératoires. Ils les appelaient auparavant des techniciens en circulation extracorporelle. Ils agissent souvent au bloc opératoire pour des opérations au niveau cardiaque, là, des opérations importantes. Ils n'étaient pas visés par l'arrêté ministériel 035, c'est-à-dire la prime de 1 000 $. Alors, au niveau national, on est allé faire un règlement. Vous voyez là des montants forfaitaires qui leur seront payés si on adopte, bien sûr, l'entente globale. Le Forum de santé globale, c'est quelque chose que l'employeur tenait, que le gouvernement tenait déjà au début. C'est une table qui va être formée dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de la Convention collective. Le CPN et nous, on est là. Il y a un budget associé de 5,29 millions. Le mandat, c'est de trouver des projets locaux, régionaux, nationaux qui viseraient à l'amélioration de la santé globale des salariés. Ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois. Il y a quand même un 5,29 %. L'idée, c'est d'aller chercher des travaux, faire des choses au niveau local qui nous permettraient de pouvoir aller chercher des argents qui sont là. Le CHU de Québec est quand même assez bon pour aller chercher des subventions, etc. Fait qu'on peut penser qu'on irait chercher des budgets pour encourager la santé globale. La bonification du régime d'assurance salaire, c'est un problème sur lequel on s'est penché. On a réussi à obtenir un gain qui est super intéressant pour les gens qui travaillent dans des unités de soins critiques et aux endroits où se paie la prime spécifique. C'est l'inclusion des primes et suppléments dans le calcul des prestations d'assurance salaire. Si vous êtes salarié de l'urgence ou des soins intensifs et puis que malheureusement vous avez une période d'invalidité, vous allez avoir 80 % du brut de votre salaire de base et les primes ne sont pas placées là. Alors, ce qu'on vient réussir à obtenir
c'est de placer ces primes-là à l'intérieur du calcul des prestations d'assurance salaire. Alors, le saut en assurance salaire va être beaucoup moins grand. Ce qu'il faut dire, c'est que les primes d'inconvénients qu'on connaît, là, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine, bien sûr, ne sont pas incluses. On a aussi l'accumulation de l'avancement des échelles. Dans la convention collective actuelle, si vous avez une augmentation d'échelle de salaire qui est prévue dans les 6 premiers mois de votre invalidité, vous allez toucher l'augmentation de votre échelle de salaire et donc l'ajustement de vos primes d'assurance salaire. Si c'est prévu à 6 mois, une journée ou à 7 mois, bien c'est fait. Vous allez avoir le même taux d'assurance salaire pendant toute votre invalidité. Alors, il y avait évidemment toutes sortes de litiges au niveau de la province. Alors là, on voit l'employeur va faire droit à l'ensemble de ces litiges-là et on vient chercher un autre gain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un avancement d'échelle de prévu, que vous auriez eu un avancement d'échelle de prévu, bien vous verrez votre assurance salaire, votre taux d'assurance salaire, vos prestations augmenter. Au niveau de la retraite, évidemment que l'employeur, le gouvernement a énormément de demandes à chaque fois au niveau de la REGOP. Si on l'écoutait, on travaillerait jusqu'à 75 ans, puis on serait tout seul à payer le régime. Ça fait qu'il y a là, on a le statu quo au niveau de la retraite. Il y a quand même une composition là, au niveau de la création d'un comité interronde. Interronde, pourquoi? Parce qu'on va aller siéger un comité entre les rondes de négociation et la partie patronale serait là avec le secrétariat du Conseil du Trésor et ce serait en intersyndical. Pourquoi en intersyndical? Parce que la REGOP, c'est une loi. Cette loi-là se modifie en Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, et la REGOP, elle est exactement pareille pour tous les syndicats de la fonction publique. Alors, il y a la création de ce comité-là qui se ferait dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de la convention collective. Évidemment, il faut aller donner un mandat à ce comité-là. Bon, aller regarder là, la rétention du personnel expérimenté. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des conditions qui feraient en sorte que les gens pourraient rester une journée? J'allais dire une journée, une année, 2 années, pour pouvoir donner un coup de main. Évidemment qu'il n'y a pas seulement là, le fait d'augmenter sa retraite, mais bien d'autres choses qui feraient en sorte que je resterais. Mais il faut quand même prévoir différentes affaires. L'équité entre les participants, évidemment le financement. Je glisse un mot pour vous dire que notre régime, la REGOP, financièrement se porte très bien. Depuis des années, il n'y a pas de déficit dans la cagnotte de la REGOP. On fait nos frais, nos retraités touchent leur retraite et on paie notre juste part. Alors, peu importe quand on vous dit que vous êtes fonctionnaire, donc gras dur, puis que c'est toutes nous autres qui payent ça, laissez-vous pas dire toutes sortes d'affaires. Au niveau des droits parentaux, l'avant-dernier sujet par rapport à l'intersectoriel, on a le statu quo par rapport à l'ancienne convention collective. Vous comprenez que quand on est arrivé, on avait des demandes, bien évidemment, les droits parentaux, mais quand la COVID est arrivée, puis le contexte que Nancy vous a expliqué, ça a pesé sur l'accélérateur. Alors, bien évidemment, il faut réussir. Puis, il y a quelques comités interrondes, dont celui-là, les droits parentaux. Vous avez une composition encore là qui est intersyndicale, toujours dans les 30 jours de la convention collective. Évidemment, les droits parentaux, ils sont à peu près identiques pour l'ensemble des syndicats. Alors, analysez puis les composantes suivantes du régime des droits parentaux. Il y a la fameuse formule de calcul d'indemnité de l'employeur. L'employeur, le gouvernement a donc peur de verser plus que le salaire qu'il faut pour les gens qui sont en congé de maternité. Alors, il y a toujours cette question-là qui demeure. Il faut faire aussi l'adéquation correcte entre le congé de maternité et d'adoption. Il y a encore beaucoup d'avantages qui sont supérieurs au niveau du congé de maternité et puis on veut être plus équitable à ce niveau-là. Alors, il y a nécessairement du travail à faire à ce sujet-là. Évidemment, dans le cadre législatif, les différentes lois ont été modifiées, alors il faut que les conventions collectives suivent. Ça en ferait partie. Les disparités régionales. Les disparités régionales, ça ne touche pas le CHU de Québec. Une disparité régionale, c'est quoi? On a toujours en tête une prime d'éloignement si tu travailles bien loin en région. Il y a aussi toutes sortes d'avantages au niveau des dépenses puis des voyages quand tu redescends dans le sud.
Tout ça, le gouvernement ne voulait absolument rien d'entendre. On a quand même réussi à faire énormément de gains là-dessus, plus que dans bien des négociations de conventions collectives. Moi, je vais vous inviter à aller faire la lecture de ces avantages-là, de ces gains-là qu'on a obtenus. Je ne pense pas qu'il est pertinent d'en faire la présentation ici, alors je vous encourage à aller faire la lecture. Au niveau du volet sectoriel, le volet sectoriel, c'est dans le fond nos bébelles, ce qui regarde fixe, qui regarde les professionnels en soins. On avait 2 priorités, 5 objectifs. Vous allez voir, on va les 5 objectifs tropicaux qui sont là, ces 2-là, on va les voir en descendant. En gros, ce qu'on a tenté d'obtenir, c'est d'aller chercher une stabilité à l'intérieur des équipes. C'est aussi de mettre en place des mesures qui peuvent permettre de contrer la surcharge de travail, le temps supplémentaire obligatoire. MOI, ça veut dire main-d'œuvre indépendante. C'est les fameuses agences de placement. On voulait aussi établir des conditions gagnantes pour l'implantation des ratios sécuritaires. On va en voir les premiers jalons là, dans ma présentation, d'offrir aussi des conditions de travail qui pourraient permettre d'attirer et de retenir des professionnels en soins. Évidemment, Nancy vous a dit que cette entente de principe-là, elle est imparfaite et aussi, il faut se le dire, personne n'a de baguette magique pour faire apparaître nos 500 professionnels en soins qui nous manquent juste ici, au CHU de Québec. Par contre, on pense que l'entente de principe nous permet de placer certains points pour pouvoir renverser la vapeur. Les problématiques sont complexes, n'ont pas une seule solution, il faut adresser vraiment le problème sur différents aspects des conventions collectives, puis on pense qu'on réussit à le placer. En début de pandémie, vous avez vu, l'organisation du travail dans les CHSLD puis les EPC fait des années qu'on dit que ça ne fonctionne pas. Bien là, ça nous a pété d'en face. Il y a eu énormément de problématiques. EPC, en passant, ça veut dire établissement privé conventionné. Au fond, c'est des CHSLD qui sont conventionnés et qui ont une convention collective. Donc, il a fallu s'adresser à différentes problématiques de ces centres d'activité-là, de ces endroits-là, et aussi des centres d'activité 24/7. Parce que, évidemment, au CHU de Québec, la majorité de nos centres d'activité sont en 24/7, et bien, il y a certains de ces centres d'activité-là qui sont aussi pas mal pris. C'est pourquoi, vous allez voir, on a placé dans l'entente de principe des cibles de postes à temps complet, des cibles annuelles aussi d'heures soins. Tout à l'heure, quand je vous parlais qu'on a placé les premiers jalons là, des ratios professionnels en soins, là, les fameuses cibles annuelles d'heures soins pour les CHSLD, ça en fait partie. Ajout d'effectifs, je vais arriver dans mon explication avec l'ajout d'équivalents temps complet pour certains centres d'activité qu'on a. Et ça constitue ça, de l'ajout de présence au travail. Donc, à quelque part, on est en train de placer. Si on prend comme exemple, là, on vous revient souvent avec ça, là, la Californie comme exemple, là, ça nous a pris une dizaine d'années de placer des lois sur les ratios. Alors, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'on en parle. Fait que c'est une bataille qui va être longue. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer de mettre de l'énergie là-dedans. On en fait encore quelques petits pas. Et il y a de l'encadrement pour la réduction de la main-d'œuvre indépendante qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, les cibles de poste, je suis rendu ici, ouais, non, nos cibles de poste à temps complet en CHSLD, EPC, dans les urgences et dans les soins obstétricaux, la cible de poste à temps complet va être à 80 %. L'ensemble des autres centres d'activité 24/7, la cible va être à 70 %. De quelle manière est-ce qu'on réussit à atteindre ces cibles-là? Parce que vous allez le voir, c'est des cibles qui sont à atteindre et à maintenir. Dans l'entente de principe, on place un rehaussement volontaire. Le mot volontaire est écrit en gras. Volontaire sur un quart de travail et sur un centre d'activité. Ce rehaussement-là serait fait sur 3 exercices qui seraient faits 60 jours après la signature de la convention collective, 8 mois après la signature et 18 mois après la signature. Au CHU, ensemble, on a une modification de convention collective qu'on a fait. Et au moment où on se parle, on a le rehaussement automatique. N'importe qui est présentement dans la salle ou à la maison peut lever la main et demander le rehaussement de son poste jusqu'à concurrence d'un temps complet, et ce, peu importe le corps de travail, peu importe le centre d'activité. On l'a déjà de négocier, nous, au niveau local. Mais on va chercher certains avantages, par contre, parce que notre bête noire, c'est les postes composés et les postes composés, les postes rotatifs.
Alors, le troisième picot, vous le voyez, affichage de postes vacants à temps complet jusqu'à l'atteinte des cibles fixées qui doivent être obligatoirement maintenues. Non seulement ce sont des postes à temps complet, mais l'employeur devra afficher des postes stables sur un centre d'activité et sur un quart de travail jusqu'à l'atteinte de ce fameux 70% ou 80%. Bon an, mal an, au fil des années, on a fait énormément de sondages et à chaque fois, on arrive à peu près à ça, à 70 à 80% de nos membres qui veulent des postes à temps complet. Maintenant, la raison pour laquelle on n'atteint pas ça ou la raison pour laquelle certaines veulent rester à temps partiel, bien, il reste dans toute la problématique qui est dans la charge de travail, dans les conditions. Ce sur quoi, depuis tout à l'heure, je vous explique qu'on tente de mettre en place des conditions qui vont encourager les gens à être à temps complet et à le demeurer. Alors, on va voir ça dans les prochaines diapos. Bien évidemment que si je mets 80% de gens à temps complet puis 70, bien, il va donc me rester 20 à 30% des postes qui vont demeurer à temps partiel. Et quand on regarde dans la plupart des milieux de travail, une structure de poste qui est viable bien, arrive toujours avec des pourcentages de postes à temps complet qui tournent autour de 70-80%. Il y a un comité d'un CRT, un comité de relations de travail local, qui va assumer une vigie à ce sujet-là. Quand je vous parlais tout à l'heure, s'ajoute au rehaussement volontaire là, à temps complet, on dit 1000 équivalents à temps complet dans les CHSLD. Vous allez voir un petit peu plus loin, on l'explique un peu. Mais surtout, ce qui nous concerne, nous, au CHU de Québec, 500 équivalents à temps complet en centre d'activité 24/7, prioritairement en médecine et en chirurgie. On a dans nos conventions collectives locales l'autogestion. Alors ici, il n'est pas question d'ajouter des détenteurs de postes pour combler les besoins qui nous manquent déjà. L'idée des 500 équivalents temps complet, c'est des ajouts de présence au travail, dans l'organisation du travail, principalement, prioritairement dans les médecines, dans les centres d'activité de médecine et de chirurgie. Il est là le bout qu'on fait de ratio. Parce qu'évidemment, on a fait la démonstration que les ratios sont déjà bien affectés par la présence. Donc, il y a un comité paritaire national sur lequel va siéger évidemment la FIC, qui va assurer là, le suivi puis l'ajout des effectifs, parce qu'on parle effectivement d'ajout d'effectifs. Les cibles annuelles d'heures soins, je vous parlais tout à l'heure des ratios, c'est ce qu'on vient exprimer. Là. On vient établir des espèces de bases à l'intérieur de laquelle, là, vous savez, la fameuse image d'une infirmière pour 145 patients de nuit dans un CHSLD, là, on ne veut plus jamais voir ça, alors on vient placer là, différentes choses. Là, vous voyez là, une diade pour 44 à 47 patients. Là. On vient quand même faire des changements qui sont assez substantiels. Tout ça se ferait avec des cibles annuelles là, négociées de... C'est des heures soins, c'est un vocabulaire qui est très CHSLD, là, mais c'est quand même assez intéressant comme gain. Pour eux, en CHSLD, là, c'est vraiment une révolution. Là. On va régler beaucoup de choses là, dans ces milieux de travail-là. La main-d'œuvre indépendante, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les fameuses agences. Au CHU de Québec, on a un employeur qui n'utilise pratiquement pas d'agence. Par contre, vous avez des collègues de travail qui ont quitté pour des agences. Et c'est là que ça vient nous faire mal. Si je vous donne des exemples dans le bout de Montréal, là, il y a certains centres d'activité où la personne avait des postes de rotation, des temps partiels de nuit. La personne donne sa démission, ça fait embaucher pour une agence et le lendemain matin, commence à travailler sur un contrat temps complet de jour. Et le pire, c'est que cette personne-là n'est pas tout seul. Dans certaines urgences de la région de Montréal, il y a un peu plus de 50% des gens qui travaillent à temps complet de jour, qui sont du personnel d'agence dans un seul et même centre d'activité. Alors, ça n'a comme pas d'allure. Le phénomène a grandi énormément en Abitibi dans la dernière pandémie. Il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, il faut qu'on s'adresse à ces problématiques-là. L'idée, premier picot, c'est la priorisation des professionnels en soins du réseau de la santé sur le personnel d'agence. Évidemment, qu'il faut prioriser notre monde avant le personnel d'agence. Si on a réellement besoin des agences, bien, qui se présentent dans des centres d'activité, des endroits où vous puis moi, ça ne nous intéresse pas d'aller travailler, ou moins en tout cas. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que ça coûte énormément cher, la main-d'œuvre indépendante. Vous le savez, s'il y a des gens qui ont quitté pour des agences que vous connaissez, le taux horaire est faramineux dans certaines agences. Bien, dites-vous que
ces taux horaires-là qui sont versés par les établissements, bien, ils ne sont pas placés dans nos conditions de travail, ils ne sont pas mis en place dans les différentes négociations qu'on fait. C'est de l'argent qu'on perd, ni plus ni moins. On creuse notre trou. Alors, il faut nécessairement revoir ça. Donc, vous voyez le dernier picot, la révision complète là, de la circulaire sur la MOI. La circulaire, c'est ni plus ni moins une espèce de motus vivendi là, que l'employeur vient placer. Là, le gouvernement il dit, vous pouvez embaucher de la main-d'œuvre indépendante à contrat en sous certaines conditions. On veut faire des modifications dans cette circulaire-là pour faire en sorte que ça soit quand même plus difficile, puis aller les récupérer, cette main-d'œuvre-là. On peut aller la récupérer en autant aussi qu'on a accès à des données sur la main-d'œuvre indépendante puis le temps supplémentaire. Évidemment que quand vous cognez à la porte du DG ou de n'importe quel cadre puis que vous voulez avoir de l'information là-dessus, ils ne sont pas très bavards. Alors, on vient placer dans l'entente de principe l'accès à des données sur la main-d'œuvre indépendante et aussi sur le temps supplémentaire obligatoire. Et on va avoir la participation active des employeurs pour réduire la main-d'œuvre indépendante. Maintenant, valoriser la pratique et l'expertise des professionnels en soins. La reclassification automatique des infirmières bachelières, ça fait partie de notre réalité depuis l'an 2000 dans la région de Québec. Mais il y a énormément de régions au Québec qui, encore aujourd'hui, ne font pas la reconnaissance automatique du bac. Ce qui fait en sorte que, je vous donne l'exemple de la dernière négociation, à la signature de la convention collective, l'employeur reconnaissait l'ensemble des bachelières, les filles qui avaient des bacs. Le lendemain, il embauche quelqu'un, une fille qui a son bac, bien elle, son bac n'était pas reconnu, était payée comme infirmière technicienne, ce qui n'a comme pas d'allure. Alors, on vient régler ça. Il n'y a plus de photos qui se prennent. C'est la reconnaissance automatique du bac pour l'ensemble de la province. Une affaire de fait. L'autre affaire qu'on réussit à faire, c'est le déplafonnement qui est là. Si vous êtes bachelière, vous êtes infirmière clinicienne, puis vous voulez poursuivre à la maîtrise ou poursuivre au doctorat, c'est un peu compliqué. À chaque fois, il faut se pencher sur la convention collective, puis là, on va le voir un petit peu plus loin. On veut simplifier différentes affaires, là. Mais il y a sous certaines conditions, vous pouvez avoir une reconnaissance de vos formations postscolaires. Mais il n'y avait pas de déplafonnement qui était prévu. Alors là, on vient placer du déplafonnement de 1,5 % pour la maîtrise, puis de 3 % pour le doctorat. Donc, lorsque vous allez atteindre le top de l'échelle, bien, il y aura un déplafonnement qui va vous atteindre. Et selon les discussions qui ont eu lieu au niveau de la négociation nationale, ce serait des reconnaissances qui seraient automatiques. Là, l'employeur ne pourrait pas s'astiner pour dire ben, c'est pas requis, tu n'en as pas besoin, tu ne l'utiliseras pas, blablabla. Les budgets de formation. Bon, maintenant, les IPS. C'est un titre d'emploi qui est quand même assez jeune dans les conventions collectives, puis les conventions et les différentes lois ont comme pas suivi. Quand je vous disais qu'il y a du ménage à faire dans la convention collective, les infirmières praticiennes spécialisées sont arrivées dans les conventions collectives et il n'y avait comme pas nécessairement de budget de mise à jour, de budget de formation qui était ajouté. Alors, on vient de réussir à ajouter 1,3 % de la masse salariale en budget de formation. Ça représente à peu près 2 000 $ par IPS par année, ce qui est quand même pas rien, sachant que les formations pour les IPS sont en général plus dispendieuses que l'ensemble des salariés. Il y a aussi la rétroactivité salariale des candidates IPS. Vous allez certainement vous souvenir aux infirmières et aux infirmières auxiliaires là, plus jeunes, là, au moment où vous faites votre examen de l'ordre, quand vous présentez votre licence de l'ordre, l'employeur, il va vous donner le premier échelle de salaire, il va reculer jusqu'à votre examen. Ça, c'est de l'acquis, on prend ça pour acquis. Du côté des IPS, c'était pas fait. Alors, la candidate IPS faisait son examen et lorsqu'elle présentait sa licence, il n'y avait aucune rétroaction qui était faite. Alors, on vient de régler ce problème-là pour les IPS. Maintenant, toujours pour valoriser la pratique et l'expérience, les salariés à temps complet dans les centres d'activité 24/7, on voit la prime de fin de semaine qui passe à 8 %. Tout à l'heure, je vous disais, on va réussir à remettre de l'attraction et de la rétention pour les postes à temps complet. Ça en fait partie. Donc, la personne qui détiendrait un poste à temps complet verrait sa prime de fin de semaine passer à 8 % au lieu de 4 %. Les perfusionnistes cliniques, je vous disais tout à l'heure, c'est un type d'emploi qu'on n'a pas, mais lorsqu'ils supervisent, il y aurait une prime supplémentaire.
La prime de soins critiques lors d'évacuation aéromédicale, ça se passe plus en région. C'est lorsqu'il y a un patient qui doit être évacué d'urgence par un avion. Alors, nos filles d'évac ont déjà la prime de soins critiques. Là, ça s'adresse plus là, aux gens des régions. Un gain super important dans l'entente de principe, la prime spécifique de soins critiques pour les unités de soins obstétricaux. Depuis le début de la négociation, depuis des années, les soins obstétricaux au CHU de Québec, c'est quand même une grosse mission et c'est un endroit où on a énormément de temps supplémentaire et beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Alors, on tente de faire en sorte de mettre des conditions qui pourraient favoriser les soins obstétricaux. Bien évidemment qu'on a tenté d'avoir la prime spécifique et la prime de soins critiques pour plus que les soins obstétricaux, mais le gain en bout de ligne, en bout de négo, c'est pour les soins. Ça représente, je vous rappelle, une prime de 6 7 pour la prime majorée, et ça touche un peu plus de 300 membres là, au CHU de Québec, alors c'est quand même super intéressant. Des montants forfaitaires pour les primes TGC. TGC, troubles graves de comportement, on n'a pas ça au CHU de Québec. La prime de soir. La prime de soir. La salariée dont le quart de travail débute avant 14 heures et faisant la majorité de son service après 14 heures, reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir pour les heures travaillées à compter de 14 heures. Bon. L'idée derrière ça, c'est qu'actuellement, la prime, elle est payable à partir de 19 heures et il faut avoir fait plus de la moitié de son quart de travail après 16 heures. On descend la barre à 14 heures. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je travaille à la salle de réveil ou à d'autres endroits puis qu'il y a un 11-19, au moment où on se parle, je ne touche pas la prime de soir, mais pas pour une minute. Avec ce qu'on a là, ça fait en sorte que si je fais un 11-19, je vais toucher la prime de soir à partir de 14 heures. C'est de l'argent neuf. C'est un gain neuf, net, plutôt, qu'on voit apparaître. Le projet pilote sur le transfert d'expertise à l'urgence. Bon, l'employeur, depuis le début de la négo, nous parle de ça. Il veut doubler les postes au moment où la salariée qui quitte pour la retraite. Alors là, on a toutes sortes de difficultés de mettre ça en application, mais l'employeur, il tenait ça. Il veut mettre en place des conditions qui favoriseraient le transfert d'expertise d'une personne à l'autre. Alors, il va y avoir la création d'un comité paritaire national afin d'évaluer ça. Pour ce qui est de comment ça va se traduire, là, la forme, la définition, ça reste à venir, là, on verra bien, parce qu'au niveau du CHU de Québec, on a déjà l'autogestion. Alors, on a déjà plus de détenteurs de postes qu'il y a de présence au travail, et pourtant, l'employeur ne met pas 2 personnes sur le même poste juste pour passer l'expertise. Alors, on verra bien ce que ça donnera. L'employeur double sa contribution au régime de base d'assurance médicaments. Ça fait plein de négociations qu'on essaie d'avoir des gains là-dessus. On dit à l'employeur, ça coûte cher, c'est toi qui nous rends malades, tu ne veux pas augmenter tes contributions. Alors là, dans nos primes d'assurance collective, évidemment, vous le savez tous, il y a la base d'assurance médicaments. L'employeur va doubler sa contribution. Normalement, ça devrait contribuer à une certaine baisse des primes pour cette couverture-là. On verra avec l'expérience, mais au moins, on a fait un pas dans la bonne direction, là. Il vient en payer un petit peu plus de sa poche. Accès à des postes de qualité, le rehaussement de la semaine de travail à 37,5 heures pour tous les professionnels en soins. Quand on dit tous les professionnels en soins, c'est tous les professionnels en soins. Tout le monde va être à 37,5 heures. Beaucoup de nos gens encore aujourd'hui travaillent gratis avant, après, et il faut mettre fin à ça. On avait aussi des plaintes de différents titres d'emploi, les infirmières auxiliaires aussi, entre autres, pour ne pas les nommer, lorsque ça avait été mis en place. Comment ça se fait que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à 37,5 heures? Chez les inhalothérapeutes, on a les fameux chargés d'enseignement clinique qui, croyez-le ou non, sont encore dans des semaines de 35 heures. Ça ne représente vraiment pas la réalité du titre d'emploi. On les monte à 37,5 heures. Alors, c'est des gains qui sont nets. Évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas une augmentation de salaire. Pascal, je vais aller travailler ces minutes-là. C'est vrai. C'est vrai aussi que les gens qui travaillaient dans des endroits qui n'avaient pas le chevauchement touchaient la prime de chevauchement, c'est-à-dire de 2 %. Alors, juste pour vous faire un comparatif,
Si je suis à 36,25 puis que je monte à 37,5 heures par semaine, oui, je vais les travailler ces minutes-là, mais ça représente 3,4 d'augmentation de salaire comparativement à une prime de 2 qui, elle, n'est pas régopable. On le voit tout de suite dans la diapositive suivante, là, les impacts. Il y a un rehaussement de la semaine de travail à 40 heures pour les IPS. Il y a eu un comité consultatif que FIC a fait avec des IPS avant la négociation. Et ce comité-là faisait entre autres la recommandation de faire passer la semaine de travail à 40 heures. Pourquoi? Parce que c'est plus représentatif des heures qui sont effectivement faites par ce titre d'emploi-là. Alors, on a réussi à obtenir ça. Si maintenant je viens placer les impacts de passer à 37 heures, je vais tout de suite vous amener à la dernière colonne. On est un emploi à prédominance féminine. Beaucoup de nos collègues travaillent à temps partiel en début de carrière pour les enfants, deviennent après ça à temps complet. Dans la fonction publique, nos titres d'emploi, quand on regarde les conditions de retraite, on n'a pas de bonnes conditions de retraite du fait qu'il y a beaucoup de temps partiel qu'on fait et ça se traduit par une plus grande pauvreté de nos retraités. Si on place simplement le fait de passer à 37,5 heures, chez les infirmières auxiliaires, par exemple, on le voit là, au maximum, ça pourrait représenter 1 470 $ de plus à la retraite. C'est quand même pas rien. Pour les IPS, là, c'est 8 700 $. Ça donne quand même des gains intéressants. Toujours en parlant des IPS, les IPS, on a réussi à les faire passer au rangement 28. Ils sont actuellement au rangement 26 de l'équité salariale. Le rangement 28, c'est le maximum des rangements. Avec la loi sur l'équité salariale, il fallait trouver une façon de mieux rémunérer ce titre d'emploi-là, parce qu'encore là, c'est toute une question d'être concurrent aussi. Si vous faites un doctorat, ça vous prendrait quand même une certaine rémunération qui va avec. Avec le rangement 29, on réussit à faire un avancement encore là. Si je regarde concrètement, je prends mon IPS, je la passe à 40 heures, puis j'y mets le rangement à 29, ça veut dire qu'actuellement, nos IPS dans le CHU de Québec font 36,25 heures. À terme, c'est 24 000 $ de plus par année. Et à leur retraite, c'est 16 900 $ de plus par année, évidemment, pour un temps complet. Alors, c'est vraiment majeur. Là, on pense qu'on va avoir plus de gens qui vont être intéressés à devenir IPS. Quoique, on le sait tous, il n'y aura pas 75 000 IPS dans le réseau de la santé demain matin pour sauver tout le monde, mais c'est un titre d'emploi qui peut faire en sorte de changer beaucoup de choses dans les milieux de travail, puis on devrait les utiliser à bien meilleur escient que ce qui se fait présent. Toujours en parlant d'accéder à des postes de qualité, poste un minimum 7 jours par quinzaine. Au CHU de Québec, on a déjà un minimum poste 8 jours, 8 soirs, 7 de nuit. Ce gain-là est énorme dans certains établissements où on a encore des 4 quinzaines. Là. Alors, on est à l'âge de pierre à bien des endroits. On vient faire un gain là, à cet endroit-là. La prime d'attraction et de rétention pour les temps complets sur le quart de soir et sur le quart de nuit. Vous avez votre prime de soir, votre prime de nuit, et là, on ajoute une prime pour les gens qui seraient détenteurs de postes à temps complet sur ces quarts de travail-là. Sur le poste de soir, là, ça représente 3 % et de nuit, ça représente 2 %. Je rajoute une prime d'attraction et de rétention. Lorsque moi, j'ai commencé ma carrière en 1995, personne ne voulait travailler de nuit parce que c'est épouvantable, tu ne dors pas de jour, blablabla. Aujourd'hui, les temps ont changé. Le quart de travail qui est de plus en plus difficile à combler, c'est le quart de soir. Pour des raisons tout autres, vie sociale difficile, les enfants quand ils commencent à aller à l'école. Alors, on a des gens qui poursuivent leur carrière de nuit puis transfèrent directement sur le chiffre de jour pour éviter le quart de soir. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de monde de jour qui font du TSO sur des demi-quarts de jour, sur des demi-quarts sur le quart de soir. Alors, il faut essayer, comme on disait tout à l'heure, d'améliorer ces quarts de travail-là, puis aussi l'attraction sur les postes à temps complet. Vous voyez apparaître ces pourcentages-là. Je reviens en arrière avec la cible de postes à temps complet. Si les cibles de postes à temps complet dans les unités 24/7 sont atteintes, à ce moment-là, l'augmentation, cette prime-là, va être de 3 %, va passer à 4 % pour le quart de soir, puis de 2 % à 2,5 % sur le quart de nuit. Alors encore là, c'est un petit encouragement à aller placer ça là.
La prochaine diapositive est super intéressante. Ça fait des années qu'on parle de ça. On réussit à avoir un gain là aussi. Ce que vous voyez là, c'est exactement comme ça qu'a commencé le congé de nuit. Au moment où on se parle, tous les pourcentages de primes de nuit font en sorte qu'à la fin de l'année, je me retrouve avec des congés de nuit de trop qui me sont payés un petit peu comme les congés de maladie là, au mois de décembre. La possibilité d'avoir un congé de soir, appelons-le comme ça, pour les gens qui sont détentrices d'un temps complet de soir, elle commence de même. Je transforme 6 de la prime de soir pour faire 12 congés chômés. J'utilise 9 congés fériés sur 13 pour aller chercher encore d'autres quinzaines à 9 quinzaines, puis 3 jours de congé maladie pour être capable d'avoir mon 9-14 à l'année. Vous allez me dire, ouais, 9 congés fériés, ça en laisse 4 pour la période des fêtes, alors il n'y a pas de problème pour les congés des fêtes. Puis, il nous reste quand même 6,6 jours de maladie pour des absences éventuelles. C'est un bon pas dans la bonne direction. Il faut maintenant continuer là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, rétablir l'équilibre travail-vie familiale. Bon, il n'y a rien qui est pire que le décès de quelqu'un qui nous est proche. Dans les dernières années, moi je dirais depuis 30 ans, on a un problème, c'est que si par exemple, votre belle-mère décède, bien vous avez le droit à 3 jours. Le problème, c'est que les 3 jours, leur point de départ, c'est la date du décès. Fait que si votre belle-mère décède pendant que vous travaillez, bien vous avez une journée de perdu. Et vous devrez donc utiliser une de ces journées-là d'ici la crémation ou l'enterrement. Fait que ça ne vous donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qu'on réussit à faire avec l'entente de principe, c'est au moins de pouvoir placer cette série-là à votre choix entre la date du décès et les funérailles. Donc, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus humain aussi, pour être capable d'assister à ces événements-là. Il y a aussi l'ajout d'une journée à l'occasion du décès d'un enfant de son conjoint. Là. Si je vous résume, là, parce que ça doit venir à votre esprit, cette question-là, pour votre conjoint, vos enfants, vous avez 5 jours de congé de décès. Pour père, mère, frère, soeur, beau-frère, belle-mère, c'est 3 jours. Et maintenant, pour l'enfant de votre conjoint, ce serait 2 jours. Évidemment que ce sont des congés qui sont placés pour que vous puissiez avoir accès aux événements qui sont liés à ces décès-là, pas pour vous en remettre. Si on va aussi dans la conciliation, on a l'étalement des heures de travail. Pour mieux concilier famille, travail, études, l'Assemblée pourra volontairement, le mot volontaire est important, selon certaines modalités, répartir ces heures de travail de manière différente. Évidemment, si vous travaillez dans une unité 24/7, c'est plutôt difficile de répartir mes heures de travail différemment dans la semaine. Là, ça fait drôle un peu. Mais si vous travaillez dans une clinique externe, si vous avez une charge de travail qui est plus, je pense, mettons, aux IPO, si je pense à l'équipe de liaison, il y a différents endroits là, avec lesquels on pourrait modifier un peu l'heure d'entrée et de sortie, ce qui pourrait être intéressant. Un exemple que je peux vous donner dans la convention collective, c'est la possibilité pour une temps complet de nuit de pouvoir placer 6 jours dans la même semaine payés taux simple pour permettre à son chef de service de travailler 9 jours en ligne. Il y a de vos collègues déjà qui font ça. C'est quelque chose de plutôt intéressant. Alors, on pourrait avoir des choses le fun qui pourraient être liées à ça. L'aménagement du temps de travail, c'est l'annexe 11 de la Convention collective locale. Je vous encourage à aller la consulter. Le document est clair, il y a un beau tableau qui vous donne accès à différents. Dans le fond, ce que c'est ça, c'est de transformer différents avantages, primes, congés, pour diminuer votre nombre de jours. Plutôt que de prendre un congé partiel sans solde, prendre l'aménagement du temps de travail. On dit l'obligation pour l'employeur de négocier, parce que nous autres, on l'a négocié en convention collective locale, mais il y a plein d'employeurs qui veulent rien savoir de ça, et elle est inexistante dans plusieurs conventions collectives. Alors, il y aura l'obligation de le négocier. Notre problème à nous autres, c'est de la suite, c'est-à-dire d'en faire la promotion. Les chefs de service, ils se cachent bien que ça existe parce que c'est de la gestion mitaine, tout ça. Il faut qu'ils aillent placer les congés dans votre horaire. C'est compliqué. Ils ne veulent pas trop embarquer là-dedans. Et puis, ils ont donc peur de manquer de monde. Ça fait en sorte que, bon,
il n'est pas très, on n'a pas une grande promotion de ça, à part ce que nous autres, on fait bien dans les bureaux syndicaux, etc. Alors, c'est là un pas dans la bonne direction pour l'aménagement du temps de travail. On verra ce que ça donnera. Toujours le critère d'admissibilité pour l'aménagement du temps de travail. Dans la convention collective du CICHU, on n'a pas de critère d'admissibilité. On est allé comme au-dessus de la convention collective nationale. On n'ira pas le crier sur tous les toits, mais ça, c'est de l'acquis pour notre base. N'importe qui est en complet peut, au moment où on se parle, sur peu importe le corps de travail, prendre l'annexe 1 et en faire la demande en fonction du tableau qui est là. Le projet pilote sur l'aménagement de l'horaire atypique, ça s'est jasé, ça, depuis le début là, de la négociation. L'employeur veut voir si, sur une base volontaire, il n'y aurait pas des endroits qui seraient ouverts à faire participer plus les gens sur les horaires, participer aux horaires, etc. Là. On va le voir un petit peu plus tard. Ça ici, là, les horaires atypiques, là, ça, l'employeur, il tient à ça depuis le début de la négociation. Là. On a vu apparaître ça là, il y a 2 ou 3 ans, là, une circulaire du ministère dans laquelle, si quelqu'un acceptait de faire des fins de semaine supplémentaires, bien, il y avait des primes qui étaient associées à ça. L'employeur, il tient à ça depuis le début. C'est resté dans l'entente de principe. On a bien tenté de prendre ça et de convertir ça en argent neuf ailleurs, mais il y tient. Alors, écoutez, dans la prochaine convention collective, si ça vous intéresse de faire 2 fins de semaine sur 3, 3 fins de semaine sur 4 ou 4 fins de semaine sur 4, bien, il y aura des primes qui seront associées. Libre à vous d'en profiter. On va maintenant aussi mettre en place, pardon, un comité paritaire national qui va suivre les effets là, des projets pilotes, là, des projets pilotes d'autogestion que je vous parlais tantôt, là, participation plus marquée des horaires par les membres. Il y a des comités paritaires locaux pour assurer là, la mise en place de ces différentes affaires-là. Fait qu'on devrait voir apparaître ça. Ça pourrait être intéressant parce qu'on parle de financement national pour soutenir l'implantation des systèmes informatiques, un comité paritaire national. Il y a peut-être, à l'intérieur de tout ça, on parle d'autogestion, on parle de la mise en place des horaires, de financement national pour le soutien d'implantation de systèmes informatiques. Avec en mode solution, il y a différents chantiers qui sont ouverts. Alors, on pourrait peut-être se servir de ça pour aller chercher les argents neufs pour financer différentes affaires. Ça pourrait quand même être intéressant. Ça reste quand même un gain. Plusieurs problèmes ont été soulevés par les parties syndicales quant à son application. On parle du comité provincial des titres d'emploi. Là, jadis un temps, les employeurs créaient toutes sortes de titres d'emploi puis plaçaient des échelles de salaire qui y étaient associées. Ça créait toutes sortes de problématiques. Alors, à un moment donné, dans une convention collective, on a vu apparaître le comité national des titres d'emploi. C'est un comité qui est très compliqué. Les mécanismes sont à revoir là-dedans. Alors, on a réussi à obtenir la création d'un comité national intersyndical interronde sur le mécanisme de modification de ce fameux comité de nomenclature des titres d'emploi, là, revoir là, les différents processus d'arbitrage, etc. C'est complexe, il faut revoir ça parce qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. On a aussi la création d'un comité paritaire national interronde sur l'actualisation de la convention collective. Bon, l'idée, c'est que si les deux parties y consentent, on pourrait même, entre les rondes de négociation, modifier les textes de convention collective. Pourquoi faire ça? Bien, il faut ajuster la convention collective en fonction des lois publiques et de la jurisprudence. Il n'y a rien de plus clair qu'une convention collective quand elle ne l'est pas. Le choix de la place où je mets la virgule peut changer bien des affaires. Derrière vos articles de convention collective, il y a des jugements en audition de grief, il y a de la jurisprudence qui viennent clarifier l'interprétation de cette convention collective-là. Fait que des fois, il faut quasiment être juriste pour lire la convention collective. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment clarifier certaines affaires qui, encore aujourd'hui, causent des litiges. Il faut revoir certains mécanismes de règlement, comme je parlais au début aussi, pour simplifier le traitement des dossiers. Là, les règlements de grief, c'est long et le système favorise l'employeur. Il y a tout avantage à faire traîner les débats et aussi au niveau des arbitrages médicaux, là, des choses là, qui sont à changer. Permettre de revoir aussi, un devoir de représentation adéquate
Ça, c'est ici, là, les gens qui sont devant vous, les gens de l'exécutif, là, le gouvernement, dans les différentes négociations, dans les différentes conventions collectives, il se désengage des partis syndicales, tente toujours de mettre à mal le pouvoir, puis la façon dont on peut, les moyens dans lesquels on peut vous représenter. Alors, il y a là des chantiers qu'il faut aller voir pour permettre qu'on puisse vous représenter selon nos critères. Alors, il y a l'abrogation de l'article stipulant que le travail exécuté lors du congé hebdomadaire est rémunéré en temps supplémentaire. Pour vous faire une histoire courte, le temps supplémentaire en congé hebdomadaire, il y a, au fil des années, eu énormément de litiges à ce sujet-là. Au CHU de Québec, au CHU de Québec, l'employeur applique déjà ce qui va être dans l'entente de principe. OK? Pour vous faire une histoire courte, vous êtes temps partiel, il y a des litiges dans la province où une temps partiel dit, par exemple, je viens de faire ma 3e journée de travail dans ma semaine. La 3e journée que tu viens de me faire, boss, là, est pendant mon congé hebdomadaire. Donc, tu dois me payer à temps supplémentaire. Vous comprendrez que ça fait quand même assez drôle de prétendre qu'une journée de disponibilité, tout d'un coup, s'est transformée en congé hebdomadaire. Alors, il y a eu énormément, là, la jurisprudence est tout croche là-dedans, et on a fait cette modification-là au niveau national, mais comme je vous dis, au CHU de Québec, ça ne nous touche pas du tout. On est déjà dans ce créneau-là. Ça, c'est des explications de ce que je vous explique. Il y a des récapitulatifs là, au niveau des différents tableaux, là, des augmentations de salaire, puis tout ça. Je ne les reverrai pas avec vous. Là. La présentation est terminée. Les différents tableaux sont relativement clairs, mais comme je vous ai dit au départ, là, moi, je vous encourage à aller prendre le site Internet de l'AFIC pour placer votre exemple là, dans les calculateurs. Là. Ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure idée que les tableaux qui sont là. Alors, merci. Puis, de votre écoute, on vous encourage bien évidemment à voter en faveur de ça, les 4 et 5